Fatality. Yippee-ki-yay. Et je me retrouve tout seul là et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Le Padawan a dit vrai. Si on peut plus le péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Bonjour tout le monde, vous écoutez PVP, Popcorn vs Player, le podcast mensuel dédié au cinéma et aux jeux vidéo, et l'inverse aussi. Alors que La Planète des Singes, le Nouveau Royaume est actuellement dans les salles, nous recevons Nicolas Allard qui connaît très bien cette œuvre de SF puisqu'il a écrit un essai intitulé La Planète des Singes, du roman aux écrans La Fabuleuse Histoire. Donc salut Nicolas, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Je suis très content d'être avec vous pour parler de cette saga si importante dans l'histoire de la science-fiction. C'est vrai, c'est quelque chose qui était très marquant, hein, d'ailleurs, qui va inspirer des sagas comme Star Wars et bien d'autres qui vont suivre dans les années qui vont suivre. Je vais animer cette émission avec Arcania, donc salut Arcania. Salut Jérém. Salut Nicolas, très content de vous retrouver ce soir pour le nouvel épisode de ce podcast. Exactement. Alors, avant de rentrer dans le dur et de parler de La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, donc qui vient de sortir au cinéma, on va déjà s'attaquer à la saga avant de parler du film, évidemment sans spoil, on va pas vous divulgacher les choses un petit peu importantes, mais en tout cas on va revenir sur l'évolution de la saga, du premier film qui est sorti en 1968 avec Charlton Heston, et voilà son évolution. Donc toi déjà, alors Nicolas, j'imagine qu'en tant que spécialiste, tu as déjà dû voir les 10 films, tu as dû voir la série, enfin voilà, toi quel est ton rapport avec la série ? Moi je suis d'abord un fan du roman de Pierre Boulle, puisque c'est ce roman qui a été publié en 1963 qui est à l'origine de cette franchise de pop culture, et c'est vraiment un texte d'une grande richesse et d'une assez forte complexité, donc j'aime déjà beaucoup le roman. Et puis ensuite je m'intéresse effectivement à l'ensemble de la saga, que ce soit les 10 films qui sont sortis au cinéma, et puis son univers étendu qui est pas toujours bien connu en France, parce que il y a notamment un certain nombre de bandes dessinées de La Planète des Singes qui ont été publiées aux États-Unis et qui ne sont pas connus du grand public. Et donc moi je m'intéresse vraiment à la saga dans toutes ses dimensions, sa dimension littéraire comme cinématographique, et je trouve que même les films qui sont les moins bons du lot, parce que ils sont assez inégaux, il y a des films vraiment satisfaisants et d'autres qui le sont moins, et bien ce sont quand même toujours des films assez intelligents qui ont quelque chose à nous dire, et on peut dire que globalement la saga de La Planète des Singes est composée de blockbusters, mais de blockbusters intelligents. Alors c'est vrai que je l'ai pas précisé, hein, comme tu le dis, c'est adapté d'une œuvre de Pierre Boulle, et dans laquelle il y avait déjà les ingrédients. Alors ça n'a pas été des adaptations fidèles derrière, mais il y a déjà les ingrédients avec par exemple les différentes espèces de singes qui représentent différentes classes. Chez nous les humains, on a les orang-outans qui sont peut-être les personnages politiques, les juges, tout ça, les hauts placés. On a les gorilles qui sont plutôt les soldats, les chimpanzés qui sont plutôt la classe moyenne, on va dire. Des scientifiques. Aussi des scientifiques, bien sûr. Oui. Donc toi, par rapport à ça, vu que tu disais que t'aimes le bouquin à la base, est-ce que tu prends quand même du plaisir tu prends le même plaisir en lisant le bouquin qu'en voyant les films, par exemple ? Oui, parce que moi je m'intéresse également dans mes autres essais, parce que j'ai écrit notamment sur Star Wars, sur Game of Thrones, sur Dune. Je m'intéresse beaucoup au rapport entre l'œuvre littéraire et ses adaptations, que ce soit cinématographiques, télévisuelles, et donc je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait la plupart des films de La Planète des Singes s'inspirent de l'œuvre de Pierre Boulle, vont prendre certains éléments de celle-ci et la travailler un peu différemment. Donc c'est un plaisir différent, mais c'est quand même un plaisir de regarder ces films, surtout que dans mon essai, ce que j'ai voulu montrer, c'est que La Planète des Singes, c'était une franchise caméléon. En fait, c'est une saga qui évolue assez rapidement au gré des films. On a des films qui sont extrêmement sombres, nihilistes. On a d'autres films qui peuvent être un peu plus légers, certains qui sont très politiques, d'autres qui sont plus épiques. Et donc, ce qui est plaisant avec La Planète des Singes, c'est qu'on a à chaque fois des propositions qui sont assez différentes d'un film à l'autre. C'est pas une saga qui nous lasse véritablement, et je pense que c'est
une des raisons de son succès, parce que c'est l'une, sinon peut-être la plus vieille franchise de la pop culture. Elle précède Star Wars de quelques années, et Star Wars c'est déjà une franchise d'un âge assez vénérable. Et donc sa capacité à nous proposer du neuf et à savoir régulièrement se renouveler permet à La Planète des Singes de rester une saga très populaire, même à notre époque en 2024. D'autant plus que pendant 30 ans à peu près, on a eu un gros trou, on n'a pas eu de film de La Planète des Singes. Donc c'est les fans les demandaient, et finalement on a eu le film avec Tim Burton en 2001. Genre justement, tu parlais de ces films, des précédents films, enfin des films en général qui ont un espèce de message, tous différents comme tu le précises. Alors sur le premier, on a eu quand même quelque chose, on va dire, qui était très, alors c'est toujours des sujets qui sont très contemporains de la sortie des films. On avait à l'époque, donc dans le premier qui est sorti en 1968 avec Charlton Heston, le sous-texte, en tout cas de par l'influence d'un des scénaristes qui est Rod Serling, le créateur de la 4e dimension, l'espèce de menace de la guerre nucléaire, de la guerre froide URSS et États-Unis, avec ce monde post-apocalyptique dans voilà, qu'on comprend en fait dans le plot twist vraiment à la fin, quand on a la Statue de la Liberté qui est une séquence voilà qui est devenue culte. Et on avait avec Michael Wilson un sous-texte un peu plus social sur le racisme et tout ça. Est-ce que je trouve que c'est sur celui-ci que les messages sont les plus puissants par rapport au reste de la saga? Oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a justement une réécriture du texte de Pierre Boulle, parce que dans le texte de Pierre Boulle, il n'y a pas véritablement cette peur du nucléaire. Il y a une dimension satirique dans l'œuvre littéraire, mais pas véritablement aussi fortement politique. Et en fait, La Planète des Singes, c'est une saga qui à chaque fois s'adapte aux préoccupations et aux peurs des spectateurs de l'époque. Donc les films des années 70 vont beaucoup finalement traduire cette peur de la guerre nucléaire, de l'Holocauste nucléaire et toutes les conséquences qui pourraient en découler, le fait que l'être humain revienne finalement à un stade primaire, que l'on puisse également avoir ce que l'on voit dans le deuxième film, Le Secret de la Planète des Singes, des êtres humains mutants qui ont subi directement les conséquences de l'utilisation du nucléaire. Et puis en fait, cette volonté de traduire un message politique assez fort, on va le trouver en fait dans les autres films des années 70. Simplement, ils vont connaître un succès moins important que le premier film, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec La Planète des Singes, c'est que c'est une saga qui va, à mesure qu'elle se développe dans les années 70, être de moins en moins ambitieuse d'un point de vue du budget. Donc, on va utiliser de moins en moins d'argent pour produire les films, mais malgré tout, ces films seront toujours rentables, et donc simplement, ils vont perdre un petit peu en puissance, parce que forcément, ils sortent une fois par an, donc c'est déjà un peu moins événementiel que le premier film, et puis les moyens étant moins importants, eh bien visuellement c'est pas aussi spectaculaire que ce premier film avec la Statue de la Liberté qu'on observe dans la scène finale. Donc ça c'est vrai qu'il y a cette dimension là. Mais par exemple le 4e film de la saga qui s'appelle La Conquête de la Planète des Singes, c'est un film qui a été très marquant aux États-Unis, parce qu'il rend compte finalement des luttes pour l'égalité des droits entre les blancs et les noirs notamment, et puis également de tous les affrontements qui pouvaient exister aux États-Unis justement liés au mouvement des Black Panthers notamment. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vraiment c'est une franchise qui a toujours conservé une dimension politique. Elle est présente dès le premier film, et si on regarde en fait l'intégralité des films de la saga, du premier jusqu'au 10e, il y a toujours cette dimension-là, mais qui s'adapte, comme tu le disais toi-même, aussi aux préoccupations des spectateurs de l'époque. Ouais. D'ailleurs, dans La Conquête de la Planète des Singes, que tu viens tout juste d'évoquer, donc on a César qui est le fils de Zira et Cornelius, donc qui va mener la révolte des singes qui sont donc devenus esclaves des hommes, parce qu'en fait dans l'épisode d'avant, les événements de la Planète des Singes, justement Zira et Cornelius étaient revenus à notre époque. Et il y a des anecdotes à l'époque du film, donc en 1972, quand j'étais sorti dans les salles aux États-Unis, il y avait des familles de personnes blanches, voilà, qui sortaient de la salle en courant parce qu'ils avaient peur des émeutes, parce que enfin bon, c'est même pas des émeutes, mais c'est plus des élans de joie qui étaient très très démonstratifs, voilà, de la part des Afro-Américains, voilà, qui
qui pendant les scènes de bataille et tout était un petit peu en euphorie, quoi, on va dire, quoi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la Fox qui produisait le film était consciente que ce 4e film pourrait plaire justement à la communauté afro-américaine. Et puis il y a eu d'ailleurs une volonté d'atténuer la violence finale de ce film, parce que dans ce film, quand les singes se révoltent et décident justement de prendre le pouvoir, on devait assister à des scènes d'une extrême violence pour montrer vraiment que là, ils se libéraient de l'oppresseur, et la Fox a décidé de modifier la fin, le dénouement, parce qu'on s'était vraiment aperçu que là, le film ne serait pas du tout grand public, et c'est quand même une saga justement qui, tout en étant une saga de SF, un peu comme Star Wars, a toujours quand même essayé d'être plutôt grand public, même si il y a certains films qui clairement ne sont pas faits pour les enfants. Je pense notamment au 2e film qui est nihiliste, où le dénouement, on a quand même le personnage de Charlton Heston qui déclenche une bombe nucléaire qui va détruire totalement la planète. Mais globalement, c'est plutôt une saga qui s'adresse à un public plutôt jeune. En tous les cas, c'est tout à fait possible. Et là, c'est vrai que ce 4e film était très engagé politiquement et assez violent, et ils ont pris conscience de cela et ils ont décidé de modifier la fin, ce qui ne s'est pas produit pour les autres films de la planète des singes d'ailleurs. Et tu penses que c'est pour ça qu'on a eu un film plus optimiste, justement dans la bataille de la planète des singes? Je pense que c'est toujours cette volonté-là. Oui, clairement, tu as raison, c'est ça. Il y a une volonté de ne pas perdre ce public jeune, surtout que la Fox commençait à envisager, ce qui a été le cas au milieu des années 70, de s'adresser encore plus aux enfants et aux adolescents, avec la mise en place donc d'une série live qui était plutôt grand public. Et puis il y a eu une série d'animation également au milieu des années 70 qui s'adressait là vraiment aux enfants, parce qu'une des consignes qui était donnée aux scénaristes, aux réalisateurs de cette série d'animation, c'était d'éviter le plus possible la violence à l'écran. Donc clairement, on visait un public assez jeune. Donc oui, le 5e film de ceux qui ont été produits dans les années 70 a essayé justement d'atténuer un peu la violence du 4e en vue d'éviter de perdre un public auquel on voulait s'adresser avec les 2 séries du milieu des années 70. Dans tous les films, alors je crois que c'est, sauf le 2, si je dis pas de bêtises, Le secret de la planète des singes, on a l'acteur Roddy McDowall qui joue même le fils de Cornelius dans la conquête de la planète des singes et sa suite, et qui est aussi dans la série. Donc c'est peut-être le comédien qui a tourné le plus au final, mais qui est peut-être le moins connu, enfin en tout cas du grand public, parce que quand on pense à la planète des singes, on pense Charlton Heston. On pense aux personnages des singes, mais après les comédiens qui sont déguisés, ils sont assez méconnus, quoi. En tout cas, une fois de plus pour nous Européens surtout, parce qu'après aux États-Unis, il était assez connu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a ce paradoxe-là, et puis aux États-Unis, comme tu le disais, la situation est un peu différente, parce que la planète des singes, ça a été donc l'une des premières très grosses franchises de la pop culture, et c'est développé autour de la planète des singes justement des conventions. Maintenant, ça nous semble assez évident, les conventions liées aux grandes sagas, mais à cette époque-là, c'est loin d'être une évidence. Et donc, les acteurs de la planète des singes étaient relativement bien connus et reconnus des fans de cet univers. Et par rapport à ce que tu disais sur les singes, il faut rappeler un point important, c'est que cette saga, elle va justement permettre à la science-fiction de gagner un peu en crédibilité, au cinéma en tous les cas, parce que à cette époque-là, à la fin des années 60, début des années 70, réaliser un film de science-fiction grand public qui va plaire à beaucoup de monde, c'est loin d'être une évidence. Ça va le devenir par la suite, mais à cette époque-là, c'est pas le cas. Et ce qui va contribuer à la popularité de la science-fiction et à lui donner de la crédibilité, c'est 2 choses. Le fait que ce sont des films plutôt intelligents, plutôt engagés politiquement, on se dit, c'est pas juste un pur divertissement, il y a un ou plusieurs messages qui sont associés. Et puis également le fait que les singes étaient très bien représentés, parce qu'une grande partie du budget de ces films était employée pour les prothèses des singes, enfin des comédiens qui allaient jouer les singes. Et c'est vrai que le public de cette époque, donc fin des années 60, début des années 70, trouvait ces singes tout à fait crédibles, ne se disait pas du tout, ici on est face à une œuvre de série B, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça a été très très important pour la reconnaissance de cette saga en particulier, et puis pour la reconnaissance de la science-fiction de manière plus générale. Ouais, c'est bien que je souligne ça, parce que c'est vrai que le maquillage
a beaucoup contribué au succès du film, parce que alors alors j'ai plus son nom en tête, c'est le maquilleur, enfin celui qui avait fait les oreilles de Spock, qui est assez connu, qui avait dirigé en tout cas l'équipe de maquilleurs. C'est John Chambers. Ah merci Arcadia pour la précision. Chambers. Ouais, c'est ça. Exactement. Et parce jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce film-là, n'hésitez pas à me contredire s'il faut, hein, mais il me semble qu'il y a aucun film à part King Kong dans lequel il y avait des personnages, des personnes déguisées en singes qui avaient marché, parce que justement en général c'était assez mal fait, et ça donnait des personnages un peu drôles, j'ai envie de dire, plus qu'ils s'étaient loupés, quoi. Oui. Exactement, tu as tout à fait raison, et d'ailleurs c'est ce que véritablement la Fox et puis Arthur P. Jacobs, qui était le producteur également de ces 5 premiers films, voulaient éviter. Et ils ont fait beaucoup de tests avant le premier film de La Planète des Singes qui est sorti en 1968. Pour eux, c'était vraiment le point le plus important. Et d'ailleurs, à l'origine, ils voulaient adapter assez fidèlement le roman de Pierre Boulle. Ils se sont rendus compte que ça allait leur coûter beaucoup d'argent pour les décors notamment, et donc ils se sont dit, entre les décors et les singes, on préfère privilégier des singes crédibles. C'est sur eux que repose l'histoire et la crédibilité de celle-ci. Et donc, je pense qu'ils ont fait le bon choix, parce que non seulement donc les personnages de singes ont été très bien faits, et même à notre époque, ils sont plutôt satisfaisants, même si on est habitué à des effets spéciaux très poussés. Et puis finalement, mettre en place ce village des singes un peu troglodyte et autres, ça a créé une esthétique vraiment propre à cet univers, assez mythique. Et comme je le montre dans mon essai, d'ailleurs, La Planète des Singes, notamment ces codes visuels ont été repris dans un certain nombre d'œuvres de la pop culture qui rendent hommage à cette saga. Je pense notamment aux Simpsons ou à Futurama, et où là il y a beaucoup de références à La Planète des Singes. Transition parfaite, j'ai envie de dire, parce que là tu parlais justement des effets spéciaux et décors et tout ça, et un film de La Planète des Singes où pour moi il y a les meilleurs maquillages et les décors très impressionnants, c'est celui de Tim Burton, celui de 2001. Alors celui-ci, malheureusement, il était un petit peu boudé par les fans et par la critique. Moi, à l'époque, je sais que je l'avais personnellement bien aimé. Alors, après, il faudrait que je le revoie. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, je changerai d'avis. Je suis plus un adolescent, donc j'aurai un autre regard. Mais les souvenirs que j'en ai, c'était en tout cas un film où qui était très crédible, avec alors justement une fois de plus des maquillages très très réussis, et on avait un gros casting, un peu comme ce qui a été fait à l'époque du tout premier La Planète des Singes, où c'était aussi un gros casting, des maquillages à l'époque bluffants, et il y avait ces ingrédients là, et des réalisateurs hyper connus, Tim Burton, voilà, une fois de plus, quand on se dit Tim Burton, forcément on se dit que ça va forcément être super. Et est-ce que vous deux, Nicolas et Arcania, vous avez aimé ce film-là de Tim Burton, cette réadaptation de La Planète des Singes? Alors, moi je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que visuellement c'est un film qui est réussi. Les maquillages des singes sont les plus réussis de toute la saga, puisqu'ensuite on est passé aux images de synthèse avec la motion capture, donc c'est pas comparable. Donc c'est un film également qui est pétri de bonnes intentions, parce que c'était le premier film de toute la saga à vraiment vouloir adapter assez fidèlement le roman de Pierre Boulle, puisqu'il faut rappeler que dans le roman de Pierre Boulle, l'action ne se passe pas sur Terre, mais sur une planète étrangère à la nôtre, ce qui est le cas également dans le film de Burton, qui commence dans l'espace, comme d'ailleurs le roman de l'écrivain français. Simplement, ce qui a manqué, je pense, à ce film, c'est que ils ont eu beaucoup de difficultés à déterminer un petit peu sa nature, son identité, son ADN. On a à la fois un film qui se veut un film d'aventure, à la fin même un film assez épique. On est presque dans une guerre de Troie en un sens, avec cet affrontement entre les hommes et les singes. Il y a toute une esthétique qui rappelle justement l'épopée. Et en même temps, c'est un film qui se voulait engagé pour dénoncer la xénophobie, le racisme, l'esclavage, mais de façon assez maladroite, parce que par exemple dans cet univers-là, les hommes sont doués de parole, sont toujours doués d'intelligence, et donc on comprend beaucoup moins pourquoi les singes les méprisent, pourquoi les singes finalement les mettent en esclavage. Ça paraît assez peu intéressant, et je pense qu'en fait c'est un film qui justement a voulu trop en dire, et à vouloir trop en dire parfois on ne parvient pas, le message est un peu troublé, et je pense que c'est ça, c'est un film qui s'est voulu un peu trop généreux en un sens, et qui a payé sa générosité. Et puis peut-être un film qui aurait dû apprendre à se détacher un petit peu plus de l'œuvre de Pierre Boulle, parce que notamment il y a eu une volonté de proposer
un final qui soit très surprenant, comme dans le film de 1968. Sauf que ce final est difficile à comprendre. D'ailleurs, Burton a dit lui-même que pour que ce final puisse être justifié, il aurait fallu faire un deuxième film. Ils avaient prévu de faire une trilogie, mais comme le premier film a été mal accueilli, ils ont laissé tomber. Et puis une dernière chose concernant ce film, je pense que un de ses défauts aussi, c'est le fait qu'on ait des personnages qui ne sont peut-être pas très complexes, qui sont un peu caricaturaux. Je pense notamment à l'antagoniste principal qui a une haine des humains, mais qui n'est pas finalement aussi justifié que le personnage de Zaius dans le premier film, qui en fait est à la fois quelqu'un qui pourrait nous sembler totalement manquant n'étant pas éclairé, quelqu'un qui serait un petit peu favorable à des idées du passé, opposé au savoir et à la connaissance, mais on apprend à la fin du film pourquoi finalement il a cette haine des humains. Donc ça, que je crois que c'est un des points qui a manqué aussi à ce film de Burton, c'est que on n'avait pas du personnage suffisamment complexe, suffisamment subtil. Je pense que Nicolas a tout dit, hein. Merci, au revoir. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Non, mais c'est un film pour moi qui est assez bancal. C'est ça le problème, c'est que sur la durée, je trouve qu'il est pas cohérent par rapport à son scénario. Enfin, son scénario, il y a vraiment des faiblesses dans le scénario, dans l'écriture pour moi. Il y a un problème vraiment au niveau de l'écriture des personnages. Il y a des choses qui me dérangent déjà par rapport au héros principal, Mark Wahlberg, que je trouve qui n'est pas vraiment on va dire un personnage attachant tout au long de l'histoire, bien que il essaie de fuir cette planète en fait pour retrouver la sienne. Mais si tu veux, j'ai beaucoup plus aimé par exemple le personnage du singe avec qui va se confronter Tim Roth, qui est sous le maquillage assez impressionnant, en chef, je crois chef gorille, je sais plus. Ils sont, je sais pas si enfin Tim Roth joue un des chefs de la des Seiges qui sont donc contre les humains. Et non, mais après le film de Tim Burton est pas, je veux dire, il est par moments il est intéressant. Si tu veux, je prends assez, si tu veux, et je l'ai assez vite oublié en fait quand je l'avais vu. Ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Alors peut-être moi je dis toujours. Moi c'est pareil. Je suis prêt à donner une deuxième chance à un film que j'ai pas revu depuis longtemps, parce qu'il faut toujours le réévaluer. Mais j'ai pas l'impression qu'en le revoyant, je pense que en termes de scénario, je sais à quoi m'attendre quand même globalement. Donc je sais que l'orientation prise, tu vois, par Franklin Schaffner dans le Plein des singes d'origine, parce que le film de Burton c'est une réadaptation donc de l'œuvre de Pierre Boulle. C'est pas un remake du film de Schaffner, hein. On est d'accord. Non, oui, non. Attention, Burton ne fait pas le remake du film de Franklin Schaffner. D'ailleurs, la fin est totalement différente et je crois que Nicolas confirmera, plus proche du roman de Pierre Boulle, je crois. Exactement. Apparemment, il se retrouve sur Mark Wahlberg se retrouve sur cette planète, la Terre, où cette fois-ci, il est accueilli par des singes policiers, des singes policiers, quoi. Si je me souviens bien. À la fin, donc voilà. Et donc, mais si tu veux, le film n'est pas inintéressant, mais pour moi, il a des failles quand même, qui fait que c'est pas un grand film, c'est pas un grand film épique. Il y a des scènes qui sont très intéressantes, comme disait Nicolas sur la fin. Il y a une volonté de Burton qui est plus un film de commande pour Burton. C'est presque pour lui l'acceptation d'un film qu'il a fait peut-être sans peut-être fournir l'énergie qu'il aurait fait sur un film qui lui est plus proche, d'un univers qui lui est plus proche à Burton. La planète des singes, peut-être qu'il a aimé le roman quand il était jeune, j'en sais rien, ou il adore le film bien sûr avec Heston, mais je pense qu'il le fait parce que il accepte un film de commande comme il pourrait il était à cette époque, Burton, il était quand même il était en haut quand même. Il était en haut, il était pas dans la phase descendante. La planète des singes, c'est vraiment pas le pire des films qu'il ait fait. Pour moi, c'est ce qu'il vient après. C'est ce qu'il vient après. Donc, pour moi, film intéressant, mais vraiment inégal quand même dans la construction. Voilà, je rejoins un peu. Et bon, à partir de là, on enchaîne sur en 2011 le premier film de la nouvelle trilogie, donc la planète des singes. Les origines, merci. Donc avec James Franco et Andy Serkis, celui qui fait César. Qui fait aussi Gollum, King Kong dans le film de c'est ça exactement c'est ça le King Kong Jackson exactement le spécialiste de la motion capture. C'est une trilogie qui est pour moi en tout cas assez réussie. J'ai globalement aimé les trois films où on revient encore sur les minorités, l'esclavagisme, ce genre de choses.
Ah, va dire Kenya. Non, juste avant que Nicolas réponde, je voulais juste demander à Nicolas par rapport au début donc de la nouvelle trilogie. Alors, le premier film, c'est Rupert Wyatt qui le réalise. Nicolas, ce qui change, tu pourrais me confirmer dans les origines, c'est que ici, l'extinction de l'espèce humaine vient aussi d'un virus, je crois. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien. Oui, exactement. Exactement. Oui. Là, on prend une autre direction. Oui, exactement. Et c'est vrai que cette nouvelle trilogie, elle a un très bon accueil de la presse, des spectateurs. Elle va être très rentable d'ailleurs. C'est ce qui fait que quand Disney ensuite va racheter la Fox, ils vont assez vite quand même envisager la possibilité de relancer la franchise au cinéma, peut-être même en série pour alimenter Disney+. C'est un des projets qui peut être envisagé ces prochaines années. Et cette trilogie, en fait, à la différence du film de Burton, c'est qu'elle va vraiment, comme les 5 premiers films de la saga, essayer de répondre aux peurs, aux préoccupations des spectateurs du début des années 2010. Il y a la peur notamment des manipulations génétiques, de l'utilisation outrancière de la science à des fins à la fois médicales mais aussi mercantiles, parce qu'on voit bien que dans ce film-là, à la base, c'est l'idée de trouver un remède contre Alzheimer, ce qui peut être louable en soi, mais ensuite c'est plus l'idée que ils vont pouvoir commercialiser un produit qui développera l'intelligence humaine pour les super riches. Donc on retrouve vite une critique ici des sociétés pharmaceutiques qui veulent absolument s'enrichir le plus possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cette réflexion sur la génétique, elle va effectivement ensuite se transformer en critique de la mondialisation à outrance, avec l'idée d'un virus qui va s'étendre à l'ensemble de l'humanité et donc créer une pandémie. Et ce qui est fascinant, c'est que le deuxième film qui nous montre vraiment les conséquences de cette pandémie, qui sort en 2014, et on est 5-6 ans avant le début de la pandémie de Covid. Donc c'est un film qui était assez visionnaire, et c'est assez troublant d'ailleurs de le revoir maintenant qu'on a tous connu cette pandémie, avec les confinements, les différentes restrictions qui ont été mises en place pendant plusieurs mois. Voilà. Et puis c'est une trilogie intéressante au sens où elle prend appui sur un personnage qui est très charismatique et qui va marquer assez durablement les esprits. C'est le personnage de César, incarné donc par Andy Serkis, avec la technique de la motion capture. Et ce qui était intéressant, c'est dans cette trilogie, c'est que la motion capture avait été employée donc dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais ne concernait pour l'essentiel que Gollum, alors que là on a plusieurs personnages de singes. Les singes sont même les personnages dominants à partir du deuxième film, puisque l'humanité est confrontée à de très grosses difficultés, et visuellement ce sont des films extrêmement réussis. Donc il y a à la fois une vraie profondeur, une vraie actualité dans ces films-là, mais ce sont également des films qui présentent une vraie prouesse visuelle, donc ce qui explique qu'ils aient été à ce point appréciés. Donc voilà, a suivi juste après cette trilogie le nouvel épisode, donc La planète des singes, le nouveau royaume, donc qui s'installe 300 ans environ après donc l'histoire de César, cette trilogie-là. Et on retrouve donc le personnage de Noah qui est qui en fait va un peu suivre la quête du héros dans ce film-là, où il a aucune connaissance de ce qui s'est passé avant, par le passé avec César, l'humanité. C'est aussi un peu dans le nom, mais en tout cas on revient aux origines de la saga avec des humains à l'état primitif. Et on a à côté de ça des singes qui convoitent des technologies humaines pour profiter un petit peu de la puissance passée des humains. Alors pareil, je vous pose la question à tous les deux, on va commencer avec Nicolas. Est-ce que t'as bien aimé ce film-là, ce 4e film, on va dire, qui suit la précédente trilogie? Oui, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une suite très honorable de cette trilogie qui donc était plutôt réussie et appréciée de la presse et du grand public. Visuellement déjà, moi j'ai trouvé que le film était très beau. La motion capture, on sent qu'il y a encore un cap qui a été franchi. Ouais, vraiment, ça va encore plus loin. J'ai trouvé ça très spectaculaire. C'est également ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a une esthétique post-apocalyptique dans ce film-là, mais pas du tout de
façon à ce que l'on se sente dans une dystopie, ce qui est souvent le cas avec le post-apo. On peut penser à Fallout par exemple ou à The Last of Us. Enfin voilà des séries qui sont assez populaires ces dernières années. Et là en fait, on présente presque la disparition des civilisations humaines, non pas comme quelque chose de négatif, mais même presque comme un retour à la nature et une nature qui reprend ses droits et ça donne lieu à des images qui sont très belles. Moi, je trouve que la réalisation de Wes Ball est assez spectaculaire et très plaisante à regarder. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'est un film qui est bien rythmé. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas alors que c'est le plus long de toute la saga. Ouais, il dure longtemps. Et puis, c'est un film qui conserve l'ADN de la planète des singes, c'est-à-dire qu'il y a une dimension politique, notamment avec l'antagoniste principal qui finalement veut singer justement l'humanité, qui essaye de s'inspirer un petit peu de ce qu'ont fait les hommes avant lui et qui est fasciné par l'histoire humaine, par les grands conquérants, les grands personnages de l'histoire de l'humanité. Et puis il y a donc des personnages très attachants, je trouve. Les personnages principaux ont leurs propres différences mais sont tous assez attachants. Ils sont bien écrits. Et on a également un dénouement qui ouvre beaucoup de perspectives intéressantes. Moi, j'ai vraiment hâte que la suite puisse être mise en chantier. Je pense que ça va être le cas parce que le film fonctionne bien au box-office. Parce que c'est ce que je montrais dans mon essai. Souvent, La planète des singes, le titre est un petit peu erroné si on regarde certains films parce que ça se passe souvent dans un petit lieu restreint. On voit pas l'ensemble de la planète. Et à la fin de ce dénouement, on a le sentiment qu'on va peut-être un peu élargir les perspectives et voir un petit peu ce qui se passe dans différents endroits, dans différents lieux. Déjà, le simple fait qu'ici, on n'est pas un seul et même peuple simiesque, mais finalement, on a plusieurs clans des singes qui, certains, tu le disais, ne savent même pas qui était César, d'autres se réapproprient son héritage, mais de façon erronée. Et bien ça, je trouve que c'était intéressant. Donc moi, je trouve que voilà, c'est un film qui peut avoir ses défauts. Comme tu le disais, on retrouve un peu le parcours traditionnel du héros, tel que Joseph Campbell en parle dans Le héros au mille et un visages. Donc, on pourra se dire que c'est pas d'une extrême originalité, mais c'est un bon divertissement. C'est un divertissement intelligent. Et mine de rien, ces 10 dernières années, on a eu parfois des blockbusters qui, certes, nous en mettaient plein les yeux, mais on en ressortait là pas véritablement enrichi. On pouvait pas dire que on réfléchissait beaucoup pendant et après la séance. Bah là, je trouve que ce film nous fait réfléchir et apporte sa pierre à l'édifice d'une saga qui est ancienne, mais il lui apporte vraiment quelque chose. On n'a pas l'impression d'avoir une répétition pure et dure de ce qui nous a déjà été représenté. Ouais, surtout que au début du film, on comprend pas bien les raisons pour lesquelles, par exemple, ils vont chasser les humains. Et bon, après, quand on arrive sur on va dire sans révéler de choses, mais voilà, on va dire le bateau sans en dire plus. En tout cas, là où l'armée de Maximus, donc Maximus c'est le méchant entre guillemets quoi, qui est un personnage très bien écrit, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage, qui est pas la caricature quoi du méchant singe, un peu comme dans celui de Tim Burton où il haïssait les humains mais on savait pas trop pourquoi, parce qu'il en avait peur, mais bon après voilà, c'est assez caricatural. Là on est sur quand même, comme tu le dis, quelqu'un qui au contraire est en admiration devant les anciens empereurs et tout ça. D'ailleurs, s'il a pris ce nom de Maximus, je pense que c'est pas pour rien. Oui, c'est Proximus, hein. C'est Proximus, oui, Proximus. Mais là où tu as raison, c'est qu'il se fait quand même appeler Proximus César, donc ce qui voudrait dire en latin le prochain César ou le nouveau César. Donc il y a quand même bien à la fois cette filiation avec le singe César, mais aussi avec bien sûr le dirigeant politique romain que tout le monde connaît. Oui. C'est ça. Et du coup derrière, voilà, on a cette justification de la chasse des humains. Pareil, la première séquence, moi je sais pas pour vous, moi ça m'a vraiment fait penser je pense que c'était volontaire, mais au Ku Klux Klan qui chasse les noirs quoi, ces cavaliers qui arrivent avec des masques et des torches et qui vont, enfin voilà, ça fait beaucoup penser on va dire au code du Ku Klux Klan. Enfin voilà, on est encore sur des parallèles dans la saga qui vont résonner avec les messages des premiers films quoi.
Oui, et juste pour compléter ce que tu viens de dire, c'est très juste, et c'est aussi une référence à la série télévisée des années 1970 dont on a un peu parlé tout à l'heure, parce que dans un des épisodes, on montrait justement les singes attaquer les humains et les maisons humaines pendant la nuit, en portant justement les mêmes habits que le Ku Klux Klan. Donc là, il y avait une référence très nette à cela, et en fait cette volonté justement de référer à l'histoire humaine et notamment au fait de racisme ou de xénophobie, on la trouvait déjà anciennement dans La planète des singes, et celui-ci finalement réactive ces codes-là également. Toi, Arcania, du coup, tu as vu le film aussi, puisque tu vas en parler prochainement dans un article sur le blog. Là, comme ça, sans rentrer trop dans les détails de ton analyse, mais est-ce que tu as bien aimé ce film-là, toi aussi? Ouais, non. Je suis comme vous, à peu près du même avis. Franchement, dans l'ensemble, j'ai aimé. Alors, c'est un bon divertissement. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre non plus. Mais en tout cas, c'est un film qui compte pour moi, quand même, qui s'inscrit vraiment dans la lignée de ce qui s'est fait en bien dans la trilogie reboot. Mon préféré, c'est Suprématie. Moi, c'est le 3e de la trilogie reboot. C'est mon préféré. Après, c'est Les Origines. Et puis, donc, c'était le 2e, L'Affrontement. Mais non, même celui-ci vient avant l'affrontement pour moi, parce que j'aime beaucoup le traitement de l'histoire. J'ai trouvé que c'était un film très généreux aussi en termes de, je dirais, pareil, d'événements en tout cas dramatiques, enfin en tout cas de surprises, etc. L'attaque par exemple du village au début est vraiment très bien filmée. Enfin techniquement c'est une claque absolue. Je trouve qu'il y a vraiment une progression incroyable en termes techniques. Mais moi, je regarde pas que l'aspect technique d'un film, évidemment. Il faut que je sois transporté surtout par une histoire. Je dis toujours, pour moi, un excellent film, c'est surtout un bon scénario. Et c'est vrai que l'écriture me va très bien. Mais voilà, c'était un bon divertissement. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'en parlerai vraiment. J'en ferai un article avec plaisir. Et voilà. Et donc, je dirais que vraiment, ça s'inscrit vraiment dans quelque chose qui, pour moi, j'espère aura une suite. Le film marche bien. Donc, normalement, les producteurs devaient signer un deuxième volet, je pense. Avec West Ball ou pas, je sais pas. Espérons. Parce que West Ball s'en sort très bien, hein, comme Matt Reeves l'a fait sur le 2 et le 3. Hein. Matt Reeves aussi est un réalisateur que je trouve vraiment très intéressant, qui est très doué aussi, qui a tourné la page parce que lui il veut faire autre chose aussi. Hein. Il veut pas rester que sur la planète. Ça se comprend. Mais franchement, la relève est assurée. Franchement, écoute, je préfère, et c'est très personnel comme toujours, hein, c'est subjectif un film, mais je préfère me voir des films comme celui-ci que 10 Marvel, tu vois. Ah, mais c'est sûr, oui, bien sûr. Sans problème. Ah. Là, officiellement, on n'a pas d'infos donc sur une suite à cet épisode-là. Est-ce que, par contre, Nicolas, toi, tu sais s'il y a d'autres projets annexes qui sont prévus, je sais pas, des BD, des romans, des choses comme ça? Oui, alors si, bien sûr, hein, surtout dans le monde américain où en fait ils ont depuis longtemps pris l'habitude de développer un univers étendu autour de la saga, donc les bandes dessinées, ça c'est certain. C'est ce qui a permis d'ailleurs aux États-Unis à la saga de rester populaire alors même qu'elle a été absente des écrans de cinéma pendant très longtemps, parce que beaucoup d'enfants finalement lisaient des comic books qui traitaient de la planète des singes. Il y avait également beaucoup de produits dérivés qui sont développés autour de la saga. C'est l'une des premières sagas qui a développé ce concept de produits dérivés avant même Star Wars. Et effectivement, en fait, le projet Disney, c'est déjà de voir si ce film marche, parce que ils ont dans l'idée soit de lancer une nouvelle trilogie, soit peut-être même de faire 5 films. Donc comme dans les années 70, on n'avait pas eu un seul film, mais 5 films. Donc là, ce serait peut-être le premier d'une série de 5. Et puis comme je le disais tout à l'heure, ils ont quand même toujours un peu en tête une volonté d'alimenter Disney+, leur plateforme de streaming. Ils s'aperçoivent qu'il y a certaines séries et certaines franchises qui sont assez coûteuses, notamment Star Wars leur coûte très très cher à produire. Et La planète des singes, tout en étant une saga de science-fiction, c'est pas ce qui est le plus coûteux à faire en fait. Et c'est une saga qui peut bien se prêter justement au modèle de la série. Donc ça, c'est pas du tout impossible que dans la décennie 2020, on ait une série de La planète des singes sur Disney+. C'est quelque chose qui est envisagé. Je pense que globalement, tous
les cas, Disney est plutôt incité à poursuivre l'aventure avec la planète des singes parce qu'ils ont eu de très mauvais résultats l'an dernier avec un certain nombre de films. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Le Disney, nous qu'on appelle le Disney de Noël, Wish, n'a pas du tout fonctionné. Indiana Jones, ils ont perdu beaucoup d'argent, même si le film était en soi assez intéressant. C'était pas aussi mauvais, j'ai trouvé, que le quatrième. Et simplement là, tout en ayant dépensé une somme qui est plutôt modeste pour un blockbuster, parce que c'est un film qui leur a coûté moins de 200 millions de dollars, ça va très certainement être un film rentable qui va leur rapporter quand même des sommes assez intéressantes. Et donc je pense qu'ils sont plutôt incités à d'abord développer la planète des singes au cinéma, mais en gardant dans un coin de leur tête la possibilité de développer une série live dans les années qui viennent. Nicolas, on te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être revenu sur la saga avec nous. Donc voilà, grand plaisir, merci à vous. On aura l'occasion, vu que tu es spécialisé aussi sur d'autres œuvres, tu as dit Star Wars, mais il y en a d'autres aussi. J'imagine qu'on pourra évoquer avec toi dans de futures émissions. Bah oui, avec grand plaisir. Tu vois, notamment cette année, mes 2 prochains ouvrages, c'est un peu le hasard du calendrier éditorial. J'ai 3 livres qui sortent cette année, même si j'ai travaillé dessus à des moments différents. J'ai aussi un livre sur Jurassic Park et un autre sur l'attaque des Titans. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Bah écoute, on aura l'occasion, je pense, de parler de ces sujets-là sur la chaîne, sur le podcast ou ailleurs. Mais en tout cas, on garde le contact. C'est pas vrai. C'est pas possible. 2000 ans plus tard, nous étions revenus sur la Terre. Ce monde de cauchemar, c'est la Terre. Les criminels, ils les ont fait sauter leurs bombes. Oh, les fous. Je vous hais. Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Bon, ça y est, c'est le moment de notre rubrique reco où on va parler justement de ce qu'on recommande en ce moment. Et moi, je vais commencer par Dave the Diver. Donc, je sais pas si tu connais Arcania. C'est un chouette jeu, voilà, qui est développé donc par Mint Rocket, qui est une filiale du groupe sud-coréen Nexon. Et c'est un petit jeu d'aventure assez sympa. Donc, t'en as jamais entendu parler ? Alors, le nom comme ça me dit rien. Par contre, j'ai dû voir quelques images passer. D'accord. Et ça a l'air assez atypique. Alors, ouais, c'est très sympa. Alors, j'espère que je vais te donner envie d'y jouer. Donc, alors c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, en juin 2023. Donc, il a bientôt 1 an. Et je l'ai découvert, là, il y a quelques semaines. Et franchement, ça a été un jeu qui m'a procuré beaucoup de good vibes, tu vois, qui m'a mis de bonne humeur, tu vois. Donc alors, le concept paraît simple, mais en fait il y a tout un tas de mini phases de gameplay qui s'enchaînent et qui sont très très fun. Donc le postulat de base, c'est qu'en fait tu contrôles un personnage qui s'appelle Dave, qui est un plongeur, comme le nom du jeu l'indique, Dave the Diver. Donc Dave le plongeur. Et en fait, il y a différentes phases dans la journée. Donc, t'as le matin, l'après-midi, le soir. Donc, le matin et l'après-midi, au début du jeu, il va surtout pêcher. Et ensuite, le soir, il va donc aller au restaurant, mettre à disposition, du chef qui fait les sushis, les poissons qu'il aura pêchés. Et donc l'idée c'est de faire le maximum de plats que tu puisses et toi en tant que Dave, pendant que le chef va cuisiner les plats que les clients commandent, toi tu dois leur apporter à la table, tu dois nettoyer la table, prendre les recettes, enfin voilà, c'est pas mal. Il te file des chips et tout ça, donc au début c'est assez sympa et assez simple, et petit à petit ça se développe, c'est-à-dire que à côté de ça on va donner une petite mission, ça va être de gérer les réseaux sociaux. Donc plus tu fais de bons plats, plus les clients qui viennent au restaurant vont poster des photos sur un espèce d'Instagram qui s'appelle pas Instagram, mais voilà, qui ressemble beaucoup. Et voilà, qui va aider à la popularité du restaurant. Tu as débloqué des fonds aussi pour embaucher du personnel, parce que s'il y a plus de clients qui viennent, il faut aussi du personnel pour assurer le service.
Et de la même manière, en fait, quel est l'intérêt en fait de générer du chiffre d'affaires, enfin de développer le restaurant? C'est tout simplement de pouvoir aller plus profondément dans l'eau. C'est-à-dire que au début, tu as une certaine quantité d'oxygène très limitée dans tes bonbonnes, et après au fur et à mesure tu vas pouvoir débloquer justement des bouteilles d'oxygène de plus en plus grosses, donc tu vas pouvoir aller de plus en plus profondément, donc pêcher des poissons de plus en plus rares. Tu vas pouvoir également débloquer de l'armement, ou en tout cas de l'équipement de plongée pour pouvoir pêcher, donc avec des harpons, des espèces de snipers sous-marins, enfin des choses comme ça. Et à côté de ça, il y a une histoire un peu fun avec une partie un peu archéologique où on te parle d'une fausse civilisation qui vit sous la mer, qui ressemble, voilà, c'est des gens qui ressemblent à des sirènes, et tu vas devoir les aider, pareil pour des petites missions, aller collecter, je sais pas moi, des algues rares, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a toute une histoire par rapport à ça. À côté de ça, t'es aussi aidé par un éventail de personnages assez marrants. Il y a plein de clins d'œil à la pop culture, donc t'as une sorte de Sacha de Pokémon, tu vois, ce personnage, celui qui voulait devenir le meilleur maître Pokémon. Donc t'as un personnage un peu caricatural qui a 40-50 ans, qui est habillé pareil, mais qui est en mode, voilà, gros branleur dégueulasse, un peu gros et tout ça, et qui va te demander de récolter les cartes des poissons rares. Donc t'as un côté carte poisson, façon carte Pokémon, avec des cartes rares et tout ça. T'as aussi un autre truc, un autre personnage assez marrant qui va développer des technologies et des armes. Donc lui aussi, c'est un peu l'archétype du gros geek qui sort jamais de chez lui, qui est fan des stars des animés. Donc t'as des pseudo Sailor Moon, il est à fond sur ça, il collectionne les figurines et tout. D'ailleurs, il y a une mission où il faudra aller chercher sous l'eau une figurine qui a été perdue, qui s'est perdue lorsque le colis a été envoyé chez lui. Enfin bref, tout un tas de trucs un peu marrants. Il y a plein de vidéos d'animation de chaque perso qui sont assez fun, assez sympas, assez décalés. Et après t'as d'autres phases de jeu qui viennent plus tard dans le jeu. À un moment donné, t'as une sorte de comment ça s'appelle, de Guitar Hero, on va dire, like, tu vois, où t'as une mélodie avec les touches appuyées sur le bon moment pour faire la bonne composition. Enfin voilà, t'as tout un truc comme ça qui est assez sympa, qui est bien amené, et en fait t'as toujours quelque chose à faire dans le jeu. Et tu t'ennuies jamais. Donc c'est un jeu que je recommande fortement, qui est très sympa, qui coûte pas cher, hein. C'est vraiment un petit jeu. Alors là, j'ai pas son prix en tête, mais il me semble que pour Steam, c'est une dizaine d'euros. Il me semble que sur PlayStation, c'est gratuit. Normalement, ça l'a encore. En tout cas, moi, j'ai joué sur le PSN. Xbox Game Pass, je sais pas, Nintendo Switch, je sais pas. Mais bon, pareil, ça doit pas être bien cher si c'est pas dans les offres, dans les abonnements. Mais voilà, c'est ma reco du moment, Dave the Diver. Quel type de graphisme c'est je me rappelle plus. Alors t'es sur une vue, on va dire un peu façon platformer, tu vois, 2D, avec du pixel art. Voilà, c'est à fond pixel art, côté un peu rétro mais bien foutu, avec une patte moderne quoi quand même. Il y a beaucoup de couleurs, tout ça, non? Exactement, ouais. Donc bon, après évidemment tu peux dans les choses que tu peux faire, je peux notamment par exemple redesigner le restaurant, tu peux faire sa décoration, enfin voilà, t'as des choses comme ça qui, si tu veux encore acheter de la couleur ou des choses comme ça, tu peux te faire plaisir. Est-ce que comment dire, par rapport à ce jeu, tu dirais qu'en termes de gameplay c'est super fluide et tout? Ça passe? Oui, c'est tu rentres dedans de suite. Ah voilà, ça c'est important pour moi. Ouais. Ah oui, le jeu commence, ta première session de plongée, tu comprends de suite comment pêcher des poissons et tout, et déjà voilà, ton premier tour dans l'eau, t'as déjà fait une bonne prise, tu vois. Donc après bon, ce qu'il faut, il y a plein de petites subtilités à maîtriser. Par exemple, plus tu vas, enfin
ça prend en compte le poids que tu portes sur toi, donc c'est-à-dire que plus tu pêches de poissons quand tu vas dans tes sessions de plongée, et plus tu vas gaspiller d'oxygène en avançant. Par exemple, tu vas consommer d'oxygène. Donc parfois il faut un peu calculer ce que tu fais. Surtout qu'il y a des poissons, t'as des poissons, la plupart sont pacifistes, on va dire, mais t'as aussi des requins, t'as des trucs moins cool qui t'attaquent, et donc il faut avoir de l'armement. Et bon, quand au début t'arrives avec juste le petit pistolet, c'est un peu compliqué, il vaut mieux les esquiver. Après, quand tu débloques des grosses armes, bon là c'est un peu plus, c'est un peu moins risqué, surtout que si t'arrives à les choper. Toi, derrière, tu peux après faire des plats très sympas, notamment le plat, il y a un plat, c'est une tête de requin, c'est un des premiers plats qui est commandé à un moment donné. Par exemple, en gros, t'as des persos de temps en temps, un peu haut en couleur, pareil, qui viennent te commander des plats vraiment spécifiques, donc ça t'oblige à pêcher certains poissons avec certains ingrédients. Et donc après, bon, tu débloques des gros bonus, hein, évidemment, derrière. Et mais voilà, il faut avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir pêcher ces poissons-là. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui vient, quoi. Et est-ce que c'est un jeu qui coûte... Bon, tu m'as dit c'est pas très cher, donc ça va, c'est abordable quoi, au niveau du prix. Oui, c'est vraiment un petit jeu. Enfin, un petit jeu en tout cas sur le prix, parce qu'après le jeu est très profond sur ce qu'il propose. Il y a vraiment une fois de plus une variété de choses à faire, et si toi tu préfères juste développer le resto, tu peux te concentrer sur ça. Si tu veux plus te concentrer sur l'histoire, tu peux le faire aussi. Enfin, après, t'es libre, toi, derrière, de jouer comme tu veux au jeu. Voilà, il te contraint pas à aller dans un sens ou dans l'autre. Ah, génial. C'est un jeu qui a l'air addictif quand même. Hein, ça peut être très addictif. Moi, ce qui m'a fait décrocher au bout d'un certain temps, donc bon, j'ai quand même joué quelques dizaines d'heures, hein, j'ai dû jouer 15 ou 20 heures peut-être. Ce qui m'a fait un petit peu décrocher, c'est que j'avais ce côté quand même où au bout d'un moment, ça faisait un peu, tu sais, ce genre de jeu qui te font penser à un travail. Après, alors j'en ai parlé un peu autour de moi avec des collègues qui ont déjà joué. Et bon, je suis le seul à avoir eu ce ressenti-là. C'est-à-dire que les autres, c'était plus... non, ils ont passé 40-50 heures sans s'en lasser. Moi, au contraire, le côté, tu sais, réseaux sociaux, faire le resto, enfin, gérer le resto, parce que du coup, tu vas chercher des salariés, tu vas les former. Enfin, après, ça, c'est des trucs qui se débloquent au bout d'un certain temps, quoi. C'est pas dès le début. Ouais, mais après, t'as aussi un agriculteur qui te propose de faire pousser du riz au début, après des légumes, donc du coup, enfin voilà, t'as plein de choses à gérer au bout d'un moment, et si tu veux avancer sur tout, tu speed, et t'es beaucoup dans la réflexion, et t'as vraiment l'impression de gérer un business, quoi. Et moi, dès que ça commence à devenir un peu trop simulation business, tu vois, ça m'a un peu sorti du jeu, mais une fois de plus, ça n'engage que moi, tu vois. C'est le seul bémol que, à titre perso, j'ai eu sur ce jeu, quoi. Écoute, ouais, moi ça m'intéresse. Comme ça, des petits jeux comme ça qui sont un peu qui sortent de l'ordinaire, c'est vrai que ça fait bien. Ça change que des gros blockbusters, ouais, c'est clair. Ça change. Enfin, on va dire que c'est le genre d'expérience que maintenant je trouve seuls les jeux indés peuvent te proposer. Et pour la petite anecdote, j'en ai parlé la semaine dernière à mon kiné de ce jeu, parce qu'il est un peu gamer aussi. Et le soir même, il a téléchargé et il m'a dit qu'il a fait derrière une nuit blanche avec le jeu, quoi. Donc voilà, quoi. Et du coup, alors toi, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie d'un Blu-ray 4K. Que ça, c'est important. De dire un peu aussi de l'actualité de ce qui sort. Et donc début mai, donc nous avons eu le droit à la sortie enfin tant attendu. Donc il existait, je crois, qu'une version Blu-ray jusqu'à présent, mais là ils ont vraiment fait le gros travail. Alors évidemment, je peux pas vous le montrer, mais je vais essayer de vous le faire ressentir en vous présentant un peu le contenu de ce Blu-ray, quand même, qui est assez copieux. Et c'est pour ça que je voulais quand même le présenter. C'est Le Nom de la Rose. Donc, Le Nom de la Rose, je resitue si tu veux bien. Bien sûr. Donc un film de Jean-Jacques Hano qui est sorti en 1986. Donc c'est un film sans doute peut-être l'un des meilleurs pour moi en tout cas de sa carrière, enfin très sollicité quand même à l'époque par la critique. Donc une adaptation d'un roman de Umberto Eco, l'italien, un roman compliqué, un roman complexe. Donc c'est une sorte j'allais dire c'est une sorte d'enquête en fait dans un monastère en fait. C'est ça. Pendant le Moyen Âge. Une enquête assez passionnante autour de meurtres qui sont commis dans ce monastère, et donc Sean Connery
l'excellentissime Feu Sean Connery, hein, pour lequel on a toujours une pensée où qu'il soit maintenant. Oui. Il nous accompagne quelque part. Sa longue carrière nous accompagne et il est toujours vivant à travers les films. C'est ça qui est génial quand on est acteur, c'est qu'on reste éternel quelque part. C'est ça. Et on peut toujours les revoir vivants en tout cas. Et donc Le Long de la Rose, c'est avec Christian Slater qui débutait aussi dans la distribution. Il y avait aussi F. Murray Abraham qui avait joué dans Amadeus. Puis vous avez un acteur français qui s'appelait Michael Lansdale. Enfin oui, parce qu'il est décédé aussi. Michael Lansdale. Et puis surtout, vous avez un des acteurs fétiches du réalisateur Guillermo del Toro qui s'appelle Ron Perlman. Ron Perlman donc est un acteur qui a tourné quand même pas mal de films, beaucoup de second rôles, des rôles principaux. Il s'était fait remarquer dans un film de Jean-Jacques Hano, La Guerre du Feu. Voilà, donc il tournait celui qui était toujours en train de rire là, dans La Guerre du Feu, qui était déjà un excellent film, je trouve, de Jean-Jacques Hano à l'époque. Donc Le Nom de la Rose, je voulais parler de cette édition parce qu'en fait là cette fois-ci, donc vous avez, alors le coffret lui, il est cartonné en fait. C'est vraiment, alors c'est peut-être le seul reproche que je ferai au coffret, c'est que ça m'a pas l'air très solide en termes de texture, de contour. En fait, c'est une sorte de steelbook en carton. Ouais. Alors c'est du carton, c'est pas vraiment du métal. On sent que c'est du carton, donc il faut faire très attention. Mettez-le dans un endroit. Moi, je lui ai réservé une place spéciale pour pas qu'il soit collé aux autres. Vraiment, qu'il soit en dehors et justement pour pouvoir le maintenir le plus longtemps possible en bon état. Et moi, je fais super attention déjà à mes Blu-ray, à mes 4K, même aux DVD. C'est un truc très important. Donc, que contient ce Blu-ray ? Ce fameux Blu-ray donc nous livre donc un livret quand même de 96 pages sur le tournage du film. Alors non, j'exagère, il y a quarantaine de pages, pardon. Donc une quarantaine de pages avec donc des anecdotes donc écrites de Jean-Jacques Hano sur le quoi il a pris justement, et c'est un de ses tournages préférés, il explique ça s'est très bien passé avec l'ambiance il avait son équipe de La Guerre du Feu déjà. Et ça s'est très bien passé aussi avec Sean Connery. Il y a eu un tournage assez sympa. Il y a que F. Murray Abraham qui était un peu particulier. Alors ça c'est marrant parce que j'ai lu un peu les bonus et il raconte que c'était un monsieur qui était parfois compliqué dans ses décisions et qui faisait un peu des fois qui voulait suggérer aussi le rôle de manière différente. D'accord. Pas comme écrit dans le scénario. Donc ça avait tendance un peu à agacer Jean-Jacques Hano. Fois quand Monsieur Abraham avait envie de modifier un peu 2 ou 3 textes. Bon. Donc, surtout que c'est une adaptation quand même d'un bouquin, donc vous savez ce que c'est important de pas se rater. Mais l'adaptation est très fidèle quand même à Umberto Eco, qui était donc, on voit des images avec Umberto Eco, Jean-Jacques Hano. On voit Jean-Jacques Hano donc en préparation, qui est carrément sur le scénario en train de faire des modifications. Donc on voit plein de photos en fait, aussi des photos, d'archives du monastère de l'époque. On voit des dessins, des dessins graphiques en fait sur le monastère avec les moines et tout, et puis on voit là des corps qui sont découverts, un dans une cloche par exemple ici. Voilà, il y a différents dessins en noir et blanc qui sont très beaux. Ça nous montre aussi le côté labyrinthique du film avec, vous savez, dans le monastère en fait, Sean Connery et Christian Slater qui sont fidèles. En fait, c'est Sean Connery joue le rôle d'un moine, en fait, un moine qui vient enquêter dans ce monastère parce que il a un côté un peu, il a un côté, j'ai du mal à le dire, un peu Sherlock Holmes, c'est ça. Sherlock Holmes, mais version moine de l'époque qui enquête. Et donc on voit des photos, par exemple, du labyrinthe gigantesque qui avait été créé pour le film, des photos magnifiques où là ils montrent donc le casse-tête que ça a été pour concevoir ces décors. Les décors sont dus à Dante Ferretti, qui est un célèbre décorateur. C'est des images vraiment très importantes. On voit des images du storyboard, du scénario. On voit quand même des choses intéressantes. Et pour ceux qui s'intéressent un minimum au cinéma et qui veulent découvrir des œuvres quand même qui sont considérées comme des grands classiques, aujourd'hui, Le Nom de la Rose, comme je l'ai dit, est considéré tel quel. Vraiment, c'est un très très bon film, une très bonne adaptation.
Et puis donc vous avez des images bien sûr du décorateur, un peu de tout quoi, voilà, D'accord. De justement Jean-Jacques Hano en train de négocier avec Fumer et Abraham, de Sean Connery très attentif avec Christian Slater aux directives de Jean-Jacques Hano. Ouais, pour les amoureux, en gros, des secrets de tournage, c'est parfait quoi. C'est parfait. Donc là t'es servi quoi. Au-delà de ce petit livret qui est somme toute informatif, on va dire, hein, vous avez donc le coffret intérieur avec l'affiche du film. Vous avez l'intérieur qui contient 3 disques. Donc vous avez donc un DVD bonus. Vous avez donc le Blu-ray, le disque Blu-ray et le disque 4K. Et je peux vous dire qu'en termes de remasterisation 4K, c'est absolument sublime ce qu'ils ont fait. Que ce soit dans les contrastes, dans les teintes, les tons ocre justement du monastère, tout ressort vraiment. Et là, je dis que c'est pas toujours le cas des fois, parce qu'il y a des fois des 4K qui sont lissés au niveau des visages. Et ça fait des poupées de cire un peu, c'est très bizarre. J'ai eu cette impression sur le Blu-ray 4K de Terminator 2. C'est ce que j'avais remarqué. Ça faisait un peu trop, je sais pas, une texture un peu pas tout à fait naturelle. Et là, par contre, là, Le Nom de la Rose, c'est travail sublime sur vraiment l'image et tout, sur la remasterisation, au niveau de la photo et tout. Tu vois que vraiment tout ressort vraiment magnifiquement. Tu as le grain, le détail sur la peau, tout est. C'est vraiment un régal de le redécouvrir dans cette qualité. Voilà, c'est pour ça que des fois, il y a des films qui méritent. Et alors, je vais vous parler vite fait maintenant des bonus. Vous avez 7 heures de bonus. C'est pour ça que c'est un coffret qui est important. 7 heures de bonus. Vous avez donc une masterclass de Jean-Jacques Hano, donc au Festival Lumière de Lyon. Donc, ça dure 1h30 la masterclass, quand même. Et elle est en 4K. Vous avez dans les archives du Nom de la Rose qui dure donc 28 minutes. Donc, on va faire plus sur le contexte historique, hein, de la création du film, etc. Enfin, par rapport aux événements historiques de l'époque. Voilà, vous avez donc le commentaire audio en français de Jean-Jacques Hano. Vous avez l'énigme des noms aussi autour du roman, 64 minutes. Donc c'est pas des petits bonus, hein, c'est vraiment du gros. Vous avez le making of en 2 parties, très important d'époque. Et ça, c'est un super doc. Ça, voilà, c'est le genre de document que j'adore parce que j'adore de voir les coulisses d'un tournage. Et là, vous avez quand même la genèse, les clés du labyrinthe. Tout ça, c'est 1h56, le making of. Tu peux rien louper, quoi. Si tu veux tout savoir sur Le Nom de la Rose, c'est le coffret qu'il faut, quoi. Voilà. Par contre, regardez le film avant de vous les coulisses. Regardez bien le film. Tu avais un deuxième Blu-ray à le conseiller, c'est ça? J'ai une petite surprise supplémentaire. Et donc, je tenais à le dire, c'est The Crow, donc également qui est sorti début mai, juste après Le Nom de la Rose, hein, peut-être 3-4 jours après. Donc, c'est The Crow. Alors, c'est un Blu-ray 4K. Alors, pareil, moi, tout de suite, je teste. Dès que j'ai le Blu-ray en général, je teste la qualité du film, de l'image, pour voir si vraiment. Je teste même le Blu-ray et le 4K pour faire des comparatifs, parce que là, il est accompagné du Blu-ray à chaque fois. Donc, je fais vraiment pour voir si je sens une réelle différence. En effet, je confirme également que pour The Crow, c'est absolument sublime. Les images, c'est une redécouverte. En tout cas, la version 4K, la version Blu-ray est déjà très belle, mais la version 4K amplifie, comme ça, c'est un film qui se passe souvent de nuit. Donc The Crow de Alex Proyas, qui était son 2e film à l'époque. Film donc qui est mythique qui est devenu culte parce que dans ce film Brandon Lee donc a trouvé la mort malheureusement suite à un problème d'une balle qui s'est perdue. Malheureusement elle était réelle. Voilà, mort mystérieuse, hein, encore une fois on pourrait dire comme son père malheureusement, tragique destin. Donc c'est pour ça, c'est d'autant plus que Brandon Lee n'a pas fait une grande filmo. Donc si vous voulez redécouvrir dans un film qui en tout cas est un film d'ambiance, d'atmosphère. C'est pas un énorme film d'action, The Crow, je l'ai revu. C'est pas vraiment un film qui est basé, c'est un film sur la quête de vengeance après la mort à travers. En fait, Eric Draven revient à travers ce corbeau qui le ressuscite, quelque sorte, et vient pour venger la mort de sa mort et la mort de sa dulcinée. Hein. Et franchement, c'est voilà, vous avez aussi des suppléments donc très intéressants, comme le commentaire audio de Alex Proyas. Alors les commentaires audio, faut aimer ça. En général, les réalisateurs, ils parlent de leurs anecdotes sur le film, de plein de choses. Hein. Ils peuvent. Des fois, ils sont bavards, des fois moins. Des fois, ils commentent que certaines scènes. Ils ont pas envie de tout commenter aussi. Voilà. Donc il y a un commentaire audio du producteur également et du scénariste John Charley. Vous
Vous avez Ombre et Douleur, donc la conception de The Crow, donc qui dure 40 minutes. Vous avez les objets de collection Sideshow, entretien avec Edward Pressman, le producteur. Vous avez les coulisses du tournage quand même de 45 minutes. C'est intéressant de voir les coulisses justement avec Brandon Lee. Portrait de James Hobart, donc l'auteur de la BD, parce que The Crow, comme tu le sais, est tiré d'une BD. Voilà, vous avez des scènes coupées au montage, voilà. Et la bande-annonce. Et on va peut-être un peu teaser le prochain épisode, du coup, vu qu'on arrive à la fin de celui-ci. Donc, aujourd'hui, voilà, c'était Planète des singes. Et la prochaine fois, on va revenir sur la saga Mad Max, puisque il y a Furiosa qui sort et que ce sera l'opportunité de revenir sur cette saga mythique. C'est génial comme sujet. Compte sur moi pour être là. Si on a un invité aussi. Ouais, on va essayer. On va essayer de trouver. Sur les 3 premières émissions, on a eu des gens très bien, donc on va essayer de rester sur la continuité. Max, on va sûrement trouver quelqu'un. Oui, ça se trouve. Il y en a qui ont écrit des bouquins sur la saga. En tout cas, moi, je suis content qu'on revienne sur Furiosa, que j'irai voir sans doute, peut-être, le plus tôt possible, dès ce week-end, peut-être la semaine prochaine. Oui, pareil. Ouais, je pense que j'ai envie de me divertir et je pense que George Miller, il en a encore sous le pied. Ouais. Je me suis remis hier le tout premier Mad Max, tu vois, et on va se faire l'intégrale avant d'aller au ciné, quoi. Ah oui, carrément. Bah oui. Ouais, histoire de se remettre bien dans le bain, tu vois. Alors, Furiosa, personnage de l'univers Mad Max, on précise. Voilà. Oui, exactement. L'univers, voilà. C'est ça. Là, j'ai hâte qu'on fasse ça ensemble, mon cher Jérémy. Yep, moi aussi. Bon, en tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.